voudrais d'abord remercier nos invités qui nous ont fait la gentillesse de venir. C'est une table ronde compétente, ça va de soi, mais internationale, c'est évident. Nous avons, je commence par ma gauche, d'abord Samantha Smith, qui est là, qui parlera anglais mais qui comprend le français, qui est américaine, qui est avocate de formation, qui a fait beaucoup de travail de terrain, était une des dirigeantes de WWF et qui désormais dirige pour la Confédération internationale de syndicats tout ce qui concerne la transition juste. Tu me corrigeras si je me trompe. Nous avons à ses côtés Marianera, qui est espagnole, qui a été d'ailleurs ministre de la Santé en Espagne, et qui a fait beaucoup de missions sur le terrain, et qui, depuis déjà pas mal de temps, aujourd'hui, est directrice au sein de l'OMS de tout ce qui concerne la santé, l'environnement et les déterminants sociaux. Ensuite, à juste ma gauche, Souleymane Bachir Diagne, qui lui est sénégalais et qui est ancien élève de l'école de la rue d'Ulm et agrégé de philosophie et qui est professeur de philosophie à l'université Columbia de New York et qui est un spécialiste en philosophie des sciences, philosophie de l'Afrique et de l'islam. Et puis Isabelle Kocher, qui est ingénieur des mines et qui a dirigé un certain nombre d'entreprises et qui aujourd'hui dirige la grande entreprise Engie. Voilà, alors le thème, c'est de vous exposer un certain nombre de nos analyses sur les rapports entre économie et environnement. Et donc, je donnerai un délai maximal de 10 minutes à chacun de nos amis. Et ensuite, nous discuterons entre nous et avec vous, si vous le voulez bien. Voilà. Pour ma part, et dans ce temps imparti, je voudrais faire 2 ou 3 remarques assez générales. Première remarque, que vous trouverez schématique, les rapports entre l'économie et l'environnement sont en train de changer considérablement. Je dis schématique, oui, parce que si l'on regarde la façon dont, sur la base du modèle européen, l'économie s'est développée au XIXe siècle et au XXe siècle, on peut dire que l'économie négligeait complètement l'environnement. Bon. Pour des raisons qui seraient longues à expliquer, mais aussi à partir d'une certaine conception de la nature, peut-être tu reviendras là-dessus, qui considérait, alors on dit que c'est dans une logique cartésienne, mais qui considérait que la nature était donnait des ressources infinies et que, au fond, il fallait s'en servir, piocher dedans, le cas échéant la détruire, pour le développement de l'économie. Ça a été vrai au XIXe siècle, à travers l'utilisation du charbon et d'autres matières premières. Ça a été vrai au XXe siècle. Là, c'est davantage le pétrole, le téléphone, etc. Mais à une certaine période, les choses ont dû s'inverser parce que, d'une part, les destructions de la nature ont été absolument massives, avec évidemment des conséquences très lourdes pour les pays et les individus, les populations, et aussi avec des conséquences très lourdes sur l'économie elle-même. J'imagine que Isabelle, notamment, reviendra là-dessus. Et du coup, même si l'évolution n'est pas du tout achevée et qu'il ne faut pas prendre des tendances pour des réalités massives et générales, on en arrive à ce paradoxe, voire cette inversion, que désormais une grande partie de l'économie se fonde plutôt sur le respect de l'environnement et sur l'économie d'énergie que sur l'utilisation massive des énergies, en particulier des énergies fossiles. Donc,
c'est une remarque générale qu'on peut faire, qui demanderait bien sûr à être nuancée, mais il y a une modification très profonde des rapports entre économie et environnement, et nous sommes en train de vivre ça avec évidemment des contradictions et des conséquences massives. Deuxième remarque qui concerne un sujet que je continue à suivre et qui est le climat, puisque j'ai eu la chance de préparer puis de présider le fameux accord de Paris. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine? Et je suis obligé de donner des petits coups de projecteur sans approfondir aucune des pistes. L'accord de Paris, il a été extrêmement utile parce qu'il a fixé des objectifs. Pendant très longtemps, on a discuté quels sont les objectifs en matière de climat. Les uns et les autres n'étaient pas d'accord, etc. Et grâce à une conjonction particulière des planètes, nous sommes arrivés en 2015 à fixer les objectifs et à les faire accepter par tous les pays du monde. Alors ces objectifs, pour ceux d'entre vous qui auraient la curiosité de relire l'accord de Paris, ces 29 articles et ces 140 paragraphes de décision, ils tiennent en quelques chiffres qui maintenant sont assez popularisés. Pas plus de 1,5 degré, voire au maximum 2 degrés d'augmentation de la température en 2100 par rapport à la période pré-industrielle. Des financements au minimum 100 milliards de dollars par an en 2020 des pays riches vers les pays pauvres. Chaque pays devant s'engager à travers ce qu'on appelle NDC, Nationally Determined Contribution, et chaque NDC devant être revalorisé tous les 5 ans. Et puis, à la moitié du siècle, ce qu'on appelle les énergies net zéro. D'ailleurs, dans l'accord de Paris, ça n'a pas été souligné, mais bon, nous avions dit la seconde moitié du siècle, et maintenant, ça a glissé. Heureusement, c'est 2050, ça fait quand même 50 années de différence, c'est dans le bon sens. Voilà quelques objectifs qui maintenant sont fixés. Mais, et le mais, M très majuscule, le problème, c'est l'application. Et lorsqu'on regarde l'application de ces objectifs, on est très loin d'être sur la bonne trajectoire. Je ne parle pas seulement de la décision américaine, à mon avis, beaucoup plus négative que ce qui a été souligné parfois par certains du président Trump, qui a été confirmé et officialisé hier, de se retirer de l'accord de Paris. Mais toute une série d'éléments chiffrés, voire les travaux du GIEC, etc., qui montrent que malgré énormément de bonnes choses, nous ne sommes pas sur la trajectoire et nous ne sommes pas en respect de l'accord de Paris. Ce que j'en tire personnellement comme conclusion, c'est qu'il faut vraiment que tous les secteurs, tous les acteurs et tous les outils soient mobilisés pour revenir à l'application des objectifs de Paris. Tous les secteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun secteur n'est à l'écart. L'agriculture, les transports, le logement, la production d'énergie, la santé, etc., etc. Tous les acteurs, les États, bien sûr, qui conservent un rôle absolument majeur, mais aussi ce qu'on appelle non-state actors, c'est-à-dire les villes, les régions, les entreprises, les ONG, les autorités spirituelles, etc., etc. Et tous les outils. Mais quand on regarde, et c'est là où je suis obligé d'aller vraiment très vite, il y a quand même des points qui sont encore plus décisifs que d'autres. Je les cite. En matière d'énergie, l'immense point noir, sans mauvais jeu de mots, c'est le charbon. Si les projets charbonniers qui existent, en particulier dans le continent asiatique, sont mis en œuvre, oublions tout ce qu'il y a dans l'accord de Paris. Donc comment fait-on pour convaincre les pays concernés, qui s'appellent l'Inde, qui s'appellent la Chine, qui s'appellent la Malaisie, qui s'appellent l'Indonésie, etc., de ne pas procéder ainsi, alors que c'est souvent leur ressource. Donc le charbon. Un autre élément qui est essentiel, j'imagine que Isabelle y reviendra, c'est toute la question financière. Comment peut-on faire en sorte, par quelle régulation, que la finance oriente bien les investissements et oriente bien les désinvestissements? Et puis, il y a tout l'aspect technologique. Il y a eu des progrès technologiques considérables qui font que les énergies renouvelables, aujourd'hui, sont souvent de moins en moins chères.
Mais personnellement, l'idée sur laquelle on trouverait un progrès technologique tout d'un coup miraculeux qui, comme le soutient le président Trump, arriverait à faire qu'on règle toutes les questions sans qu'il y ait de contraintes, je ne le vois pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre des technologies? Et puis, la question sociale, qui n'est pas une question à part. Quand on examine tous ces sujets, on s'aperçoit que les inégalités et les questions climatiques, et d'une manière générale le développement, sont absolument liés dans les deux sens. Donc, qu'est-ce que c'est que cette transition juste? Comment fait-on? Sachant que si on ne fait pas, ça ne marche pas. Confère l'affaire des Gilets jaunes en France. Et puis, je pourrais continuer. Troisième et dernière observation, le droit. Vous êtes ici très souvent des juristes. Le droit prend une part de plus en plus importante dans toutes ces questions. D'abord, c'est évident, à partir de la question de l'application de l'accord de Paris. L'accord de Paris est magnifique, mais le problème, c'est son application. L'une des raisons pour lesquelles il n'est pas appliqué, c'est qu'il n'a pas, sur toutes ses dispositions, force contraignante. Or, en matière de droit, la question environnementale est tout à fait spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de limite, ni dans l'espace, ni dans le temps, ni dans la matière concernée. Je m'explique. Lorsque un dommage environnemental est causé, il ne s'y limite pas, en général, à une période donnée. Il a toute une série de conséquences dans le temps, y compris pour les générations futures. Et de même, il ne se limite pas à un territoire donné, parce que les gaz à effet de serre ne s'arrêtent pas aux frontières. Et de même, il ne se limite même pas à un domaine donné. Les travaux récents montrent que la chute de la biodiversité et le dérèglement du climat sont à la fois cause et conséquences pour chacune d'entre elles. Et donc, il nous faut concevoir une réglementation, si possible applicable à tous, qu'il s'agisse des individus, des entreprises ou des États, et qui dépasse les frontières traditionnelles. C'est là où, et je dis cela en rendant hommage au Club des juristes, ce projet du Pacte mondial pour l'environnement qui codifierait les grands principes existants pour les individus, les entreprises et les États en matière d'environnement, le droit à l'information, à la participation publique, le principe pollueur-payeur, le principe de précaution, le principe de non-régression, etc. C'est là où un projet comme celui-ci trouve tout son sens. Très difficile, bien sûr, parce qu'on imagine les résistances de toutes sortes, et elles sont là, mais qui peut permettre de faire progresser les choses par rapport à ce problème mondial qu'est devenu, évidemment, l'environnement. Je termine, en espérant ne pas avoir dépassé mes 10 minutes, par deux observations que m'avait faites lorsque nous nous réunissions pour la conférence de Paris, Michael Bloomberg, qui m'avait dit, et j'ai gardé ce conseil en tête, faites bien attention, le travail que vous faites est très intéressant, mais il y a deux erreurs au moins à éviter. Première erreur, être uniquement critique et négatif. Deuxième erreur, parler essentiellement du long terme. Pas besoin de reprendre la phrase de Keynes, « In the long term, we're all dead ». Mais 50 ans, c'est très bien, c'est très utile, etc. Mais si c'est une manière de se détourner de l'objectif immédiat ou dans 10 ans, attention. Donc il faut aussi faire du quotidien et du court terme. Et il faut aussi être positif. Si le discours que nous tenons les uns les autres aux populations consiste à dire « aujourd'hui c'est difficile, demain c'est pire et je ne vous parle pas d'après-demain », alors il ne faut pas s'étonner que les gens décrochent. Et donc il y a, sans raconter d'histoire, aussi une description des résultats positifs, insuffisants sans doute, mais réels, qui existent. Donc il faut aussi s'occuper du quotidien et du positif. Merci. Je passe la parole maintenant à toi, Maria. Je crois, voilà. Merci beaucoup et c'est vraiment un plaisir d'être ici. Il faut dire qu'à chaque fois que je viens dans ces quartiers de Paris, j'ai encore un peu de tachycardie parce que c'est là où j'ai passé mes examens
à la faculté de médecine et c'est René Descartes, je faisais mon spécialité, ça me donne encore un peu d'adrénaline et tachycardie, mais là je suis complètement relax et avec votre permission, je vais être même un peu provocatif. Et surtout parce que M. Fabius nous a dit avant d'entrer, j'espère qu'on ne va pas endormir la salle, donc j'ai pris ça très au sérieux. Et en fait, je voulais faire quelques réflexions avec vous. Et une de ces réflexions, c'est que j'étais dans la salle les jours où on a signé l'accord de Paris. J'étais parmi ces participants qui se sont levés, qui criaient, qui étaient super ravis, qui voyaient tous ceux qui étaient dans les podiums, vous incluant, super ravis. Et pourquoi ? Parce qu'étant un médecin comme je suis, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans la santé publique, pour moi, l'accord de Paris, pour nous à l'OMS, l'accord de Paris, en fait, ce n'était pas un accord sur l'environnement du tout. C'est un accord pur et simple de santé publique. Si vous regardez tout ce qui a été signé par les pays, tout ce qui est dit dans les National Determined Contributions, tout ça, c'est que la santé publique pure et dure, des bases. Si on applique, si on exécute tout ce qui a été signé pour l'accord de Paris, en fait, on pourrait faire toute la campagne de prévention primaire serait déjà faite. Donc pour nous, ça a été vraiment un moment d'énorme satisfaction. Quoique, quand on parle d'environnement et économie, en fait, il y avait une question économique énormément importante qui n'avait jamais été considérée dans l'accord de Paris, ni dans tous les COP sur les changements climatiques qui se font chaque année, qui sont les externalités, les coûts sur la santé qui est généré par la combustion des combustibles fossiles. Et ces coûts économiques, ça n'a jamais été considéré. Et je crois que c'est une grande erreur parce qu'en fait, quand on voit les conséquences de toute cette combustion des combustibles fossiles sur notre santé, vous allez comprendre qu'en quoi on paye déjà beaucoup plus de ce qui coûterait de l'investir. Quand on regarde les coûts dans les hôpitaux de soigner les maladies respiratoires chroniques, parce qu'ils sont chroniques, ce sont des maladies qu'il faut soigner pendant un certain temps, et ça, on ne l'a jamais considéré. En fait, on estime que c'est dans les alentours des trillions of millions, donc vraiment des chiffres impensables, qui sont de loin beaucoup plus coûteuses que ce qui nous coûterait de les prévenir. Donc, commencer à compter en dollars ou en euros, dans ces cas-là, combien nous coûtent tous ces morts qui sont liés à la pollution de l'air, par exemple, combien nous coûte de soigner tous ces cancers du poumon et combien nous coûtent ces subsidies, comment on dit les subsidies, les subventions qu'on donne au charbon et qu'après on les enlève des hôpitaux. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que pour nous, en fait, les problèmes du point de vue de santé publique, ce n'est pas les changements climatiques. À chaque fois, les journalistes nous demandent combien de morts vont causer les changements climatiques. Pour nous, c'est la combustion des combustibles fossiles qui va causer des morts. Et on peut les chiffrer déjà. Parce que pour nous, la combustion des combustibles fossiles est responsable de l'émission de CO2, donc des gaz à effet de serre, mais aussi de la pollution de l'air. Et la pollution de l'air aujourd'hui est responsable de 7 millions de morts prématurées chaque année. 7 millions de morts prématurées. C'est impensable. Je ne sais pas si on réalise tous les jours ce que ça veut dire, 7 millions de morts chaque année, dues pas seulement à des maladies respiratoires, comme on pourrait croire. Ce n'est pas seulement les cancers des poumons, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, l'asthme. C'est aussi les particules qui sont dans l'air, ces particules toxiques qu'on respire tout le temps, et on a besoin de respirer 10 000 fois par jour. Hein, sauf quand on est nerveux, on respire encore plus. Et là, cette ingestion de particules, ils ne restent pas seulement dans nos poumons, ils vont dans la circulation sanguine, et là, ils touchent les cerveaux et ils touchent notre cœur. Donc, on meurt aussi d'ictus, d'accident cérébrovasculaire, et on meurt aussi d'infarctus. Et le pire, c'est que maintenant, on a l'évidence que ces particules-là, ils vont retarder notre développement neuronal, donc les côtés cognitifs aussi. Pour les mettre d'une façon peut-être un peu simple, on va être moins intelligent.
C'est-à-dire, notre cerveau il ne se développe pas comme il devrait à cause de cette exposition à la pollution, surtout chez les enfants pendant longtemps. Quand ils vont être adultes, les tests qu'on va faire d'intelligence, des IQ, ils vont nous dire qu'il y a une diminution. C'est peut-être pour ça qu'on ne prend pas d'action dans les changements climatiques, parce que le cerveau a été déjà affecté, peut-être notre coefficient intellectuel a été déjà réduit. Alors, on a besoin de vous. Pourquoi la santé est ici? D'abord parce que les moments qu'on parle, en Inde, à Delhi, il y a des gens qui suffoquent. Il y a des gens qui ne peuvent pas respirer. Il y a des millions de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas respirer, auxquels on est en train de les réduire leur espoir de vie et les causer plein de maladies. Alors, il faut arriver à un pacte avec les juristes. Il faut que vous nous aidiez à faire quelque chose de similaire à l'accord de tabac. Pourquoi pas une législation aussi restrictive? Il y a quelques années, quand on disait à l'OMS on va faire un accord cadre pour réguler la consommation du tabac, on a essayé presque de nous tuer, en tout cas de nous discréditer. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un accord similaire pour la qualité de l'air. Et c'est ça qui va nous donner l'argument, qui va nous aider à créer ces côtés positifs que vous disiez, M. Fabius. Je suis tout à fait d'accord. Il faut plus continuer avec cette explosion d'apocalypse. Ça ne marche pas. Il faut dire aux gens, on va réduire le cas d'asthme. Vous savez, les grands-mères, quand on les explique que cette histoire des changements climatiques et de la pollution de l'air, ce n'est pas seulement des Greenpeace ou des activistes de gauche, et qu'on leur dit que c'est un rapport avec l'asthme de leurs petits-enfants, alors là, ces femmes-là, on ne va pas les arrêter. Hein. Et si on ajoute les grands-mères aux enfants qui font déjà des démonstrations dans la rue, je peux vous dire que ça va être positif et ça va être stimulant. Donc, il faut un pacte pour la qualité de l'air, au nom de la qualité de l'air et de la santé, et il faut que vous, les juristes, vous nous aidiez. Il y a plein de pactes pour l'environnement. Et en fait, nous, le secteur santé, on y souffre de ça parce qu'il y a une prolifération énorme de pactes. Mais la différence de ces pactes-là, qui prennent d'ailleurs des années et des années, la convention de Minamata. Tout le monde était heureuse parce qu'on avait signé la convention de Minamata qui est sur le mercure. Et je ne comprenais pas pourquoi ils fêtaient. Ça nous a pris 50 ans. Ça fait 50 ans que la science médicale avait dit, si vous êtes exposé au mercure, il y a plein de conséquences sur le développement neurologique et autres. Et pourquoi on est content? Alors, tandis que si on se met à faire des pactes sur l'environnement, comme cet pacte global que vous voulez faire, mais on les fait au nom de la santé, ça va se faire beaucoup plus vite, beaucoup plus ambitieux, et on aura beaucoup moins d'obstacles parce que là, on aura la population de notre côté et sont eux qui vont aussi nous aider à pousser dans ces bons sens-là. J'ai plein d'autres points que je voudrais discuter avec vous, mais je crois que je vais m'arrêter ici et voir comment on peut continuer la conversation. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va demander à Souleymane de développer le point de vue qu'il souhaite aborder. Merci infiniment et merci, Monsieur le Premier ministre, de l'invitation qui m'a été adressée. Je suis ravi d'être sur ce panel. Je vais vous dire que je viens d'arriver ce matin même de Dakar, où j'ai participé à une rencontre qui s'appelle les Ateliers de la Pensée. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour expliquer et excuser à l'avance le caractère un peu amorti de ce que je vais dire ou l'endormissement dans lequel je risque de vous plonger. Mais c'est pour continuer en quelque sorte la discussion qui a été la nôtre à ces ateliers de la pensée ici. Parce que les ateliers de la pensée, pour vous en parler rapidement, c'est une espèce de, on va appeler ça un think tank pour parler français, qui réunit des intellectuels africains, des philosophes, des économistes, des artistes, tous les 2 ans pour réfléchir à Dakar à une perspective africaine sur les questions du monde. J'appelle ça ainsi parce que notre propos, c'est justement, notre devise, c'est de considérer que les questions planétaires sont des questions africaines et que les questions africaines sont des questions planétaires. Autrement dit, nous voulons à tout prix éviter l'enfermement dans le particularisme africain, même si nous estimons que la manière dont nous voyons le monde doit être située par nous sur le continent africain.
Et j'ai été heureux de constater que nous nous sommes mobilisés derrière un sujet auquel nous avions donné un titre quelque peu apocalyptique. Ça s'appelait le basculement des mondes, ça fait science-fiction, mais ça nous permettait de penser quelque chose comme l'urgence écologique. Il est important que la jeunesse africaine se saisisse des questions écologiques comme d'une urgence, que les Africains n'aillent pas penser que les questions écologiques, que les questions d'environnement, ma foi, sont les questions qui intéressent ceux qui d'abord ont commencé à saccager la planète et que ce n'est pas l'affaire des Africains. Pour deux raisons. Une négative qui est que la vulnérabilité, malheureusement, appelle la vulnérabilité et l'Afrique souffrira, peut-être probablement plus que les autres, du changement climatique. La deuxième raison qui, elle, est positive, c'est que dans la recherche de solutions, il faut que ce continent prenne toute sa part. Dans le changement de paradigme, j'y reviendrai, qu'il est probablement nécessaire de mettre en place, de considérer, il est important que les approches africaines, une certaine forme d'humanisme africain se traduisant également en une espèce de sagesse écologique, fassent partie des solutions que nous envisageons. Et pas seulement que l'Afrique, par le nombre de ses États, fasse poids, encore que cela soit important, lorsqu'il s'agira, par exemple, de prendre des décisions comme celles qui ont été prises à la COP21, comme celle qu'appelle aujourd'hui la promotion du pacte mondial pour l'environnement. Alors, pour ce qui est de l'urgence écologique, il n'était pas difficile de faire prendre conscience au public qui est venu nous écouter à cette nuit de la pensée des ateliers que nous avons. Une nuit de la pensée, d'ailleurs, qui est un concept que vous avez mis en place, Monsieur le Premier ministre. Et donc, il était facile de mobiliser ceux qui étaient venus nous écouter sur ces questions-là, parce que notre rencontre s'est tenue au moment où Climate Central venait de sortir son rapport en disant que les estimations qui avaient été faites pour 2050 des régions qui étaient menacées de disparaître sous l'eau, finalement, avaient été déjà trop optimistes, qu'il fallait réévaluer les choses et que la situation était pire qu'on ne croyait. Évidemment, pour le continent africain, nous en avons dit quelques mots. La situation semble moins dramatique que pour le Pacifique, mais il a été bien indiqué dans la carte établie par Climate Central que, par exemple, le littoral ouest africain était touché. Dakar peut l'être. Et ça, c'est facile à voir. Nous pouvons tous constater aujourd'hui l'érosion côtière très forte qui existe au Sénégal, le fait que dans la région touristique de Saly, il n'y ait pratiquement plus de plages à cause de l'érosion côtière, alors que justement le tourisme, quand on connaît l'économie du Sénégal, on sait de quel poids le tourisme pèse. Alors, si à l'érosion côtière s'ajoute évidemment la montée du niveau des mers, on pouvait faire sentir très facilement à ces jeunes qui nous écoutaient ce que pouvait être l'urgence écologique, sans mentionner évidemment le fait que le Sénégal étant un pays sahélien, que le désert croisse et avance, nous pouvons le sentir physiquement, même de manière tout à fait directe. Alors, toute la question était de les mobiliser autour de l'idée d'un changement de paradigme. Vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, il est nécessaire de sortir de ce paradigme qu'on attache au nom de Descartes, parce que c'est lui qui a dit qu'il fallait que l'humain se rende comme maître et possesseur de la nature. Il a mis en place cette philosophie de l'individualisme possessif et de l'humain qui transforme au fond la nature en ressource naturelle. Lorsqu'il s'agit de dire qu'il y a deux substances pour l'essentiel dans le monde, de la pensée qui est du côté de l'humain et de la simple étendue qui est du côté du reste de la nature, évidemment, la transformation de la nature en ressources naturelles exploitables et devient philosophiquement possible. De ce paradigme, il faut sortir. Aujourd'hui, on a vu quand les Américains sont sortis officiellement de la COP21, la déclaration, je viens de l'apprendre de vous, Monsieur le Président, a été de dire qu'on trouvera toujours les solutions techniques à toutes ces questions environnementales qui nous enquiquinent
aujourd'hui, ce qui est une forme de fuite en avant, en définitive, parce que c'est à l'intérieur du paradigme où la nature est transformée en ressources naturelles qu'on dit « continuons dans cette voie-là », la technique qui est l'instrument de cette transformation va être elle-même la solution pour les transformations que nous apportons. Il y a là, me semble-t-il, encore que je ne sois pas spécialiste de ces questions-là, mais déjà, simplement en formulant la question de cette manière-là, on se rend compte de la contradiction qu'il y a. Alors, mais ceci est peut-être abstrait et philosophique sur la notion de changement de paradigme. Rendons cela concret sur le plan économique à partir d'un exemple qui, encore une fois, je m'en excuse, c'est le seul que je connaisse vraiment bien, est l'exemple sénégalais. Le Sénégal, qui jusqu'ici a été très pauvre en ressources naturelles, mais c'est toujours gargarisé d'être plus riche en ressources humaines, encore que nous savons faire ça, nous vanter au Sénégal, eh bien, va être très prochainement un pays pétrolier et gazier, semble-t-il. Ce qui est intéressant, c'est une mobilisation de la société civile et surtout des jeunes autour d'une idée qui a été formulée en Wolof et qui signifie prenons bien soin de ce qui nous appartient en commun. C'est-à-dire, cette mobilisation, elle a plusieurs aspects. Premièrement, c'est une mobilisation contre ce que l'on appelle la malédiction du pétrole. Ces jeunes, cette société civile se rend bien compte que quand une ressource oriente l'économie, il y a là un problème. Et donc, elle ne veut pas de cela, cette jeunesse. Deuxièmement, elle n'a pas envie non plus de voir des élites qui se corrompraient très facilement s'il n'y avait pas de vigilance réelle des populations. Elle n'a pas envie de voir la corruption régner et donc elle veut être tout à fait au courant de tout ce qui va se passer et avoir ce regard critique et cette vigilance de tous les instants sur la direction que vont prendre les retombées économiques et financières de ces ressources nouvelles. Et troisième élément qui est apparu également dans la discussion, et c'est là qu'il faut mettre l'accent, l'idée que ce sont là quand même des énergies fossiles. C'est-à-dire que ce n'est pas la direction générale dans laquelle il faut aller. Par conséquent, que ces nouvelles ressources ne doivent pas oblitérer la diversification de l'économie, chose très importante, mais surtout ne doivent pas empêcher d'aller vers les énergies renouvelables parce que c'était là la direction à prendre. Et l'exemple que le Maroc est en train d'indiquer a été évoqué, a été réfléchi, et cela est important. Un dernier point pour aller vite sur ce que je disais de l'apport qui pourrait être celui des humanismes et des sagesses africaines dans cette sortie et cette recherche d'un nouveau paradigme, qui a un aspect qui est lisible dans la Constitution péruvienne. On insiste sur le fait que la Constitution péruvienne a innové de manière radicale en donnant voix à la nature et en faisant de la nature un sujet de droit. Donner voix, j'en suis d'accord. Pour ce qui est de faire de la nature un sujet de droit, philosophiquement, je ne suis pas d'accord. Il y a une forme, à mon avis, d'exagération extraordinaire aujourd'hui avec ce que l'on appelle les ontologies plates, où on décide que tout a la même valeur ontologique. Les humains, les choses, les animaux, etc., ont exactement la même valeur. Je ne crois pas que donner voix à la nature signifie nécessairement dissoudre l'humanité dans les êtres et les objets. On n'a pas besoin pour changer d'approche, faire en sorte que l'humain ne se considère pas comme un empire dans un empire, de le dissoudre complètement et de le ramener au rang des bêtes ou des choses. En revanche, rappeler l'humain à sa responsabilité d'humaniser la Terre, ça c'est autre chose. Et je disais en plaisantant durant ces ateliers que sur le modèle péruvien, quand il s'agit de donner voix à des forêts, à des mers, à des animaux, à des choses, l'Afrique sait faire ça. Les cosmologies africaines ont toujours été des cosmologies du vivant et de la continuité du vivant. Léopold Sédar Senghor l'a signifié d'une formule rapide et magnifique. Il a dit « de Dieu jusqu'au caillou ».
pour indiquer précisément cette continuité du vivant. Et je crois qu'avec une approche comme celle-là, évidemment, il ne s'agit pas de faire retour en arrière vers des conceptions prémodernes. Au contraire, il s'agit de les réactualiser, de les remettre au goût du jour et de montrer que devant l'urgence écologique, cette approche-là de la continuité du vivant est importante et qu'il s'agit maintenant de pouvoir en trouver une traduction juridique. Mais je crois que c'est à cela que s'emploie le pacte mondial. Et il est heureux, encore une fois, Monsieur le Président, que pour lancer ce pacte mondial, vous ayez choisi Dakar en mai 2018. Merci. Merci beaucoup, Souleymane. Je vais donner la parole à Samantha Smith, qui s'occupe au nom de l'international des trade unions, en particulier de la transition juste vers une société bas carbone et contre la pauvreté. Samantha. So thank you very much. Thanks for the invitation. Of course, having listened to the speakers before me, and you as well, Mr. Chairman, I have now torn up what I was going to say, which was a sort of lawyerly walk through the UN Universal Declaration on Human Rights and Just Transition. And I think I would like to speak more to the very practical things that we are doing in the labor movement on these two issues, economy and environment, and how they're brought together in Just Transition. Right? When the Paris Agreement was negotiated, also the labor movement, and by the way, the International Trade Union Confederation where I work represents 207 million organized workers in 162 countries. So it's a lot of people who are already organized in structures. So we were quite happy about the Paris Agreement because we had been campaigning for more than 2 decades to get this concept of just transition into any international agreement on climate. And before the Paris Agreement was finalized, the International Labour Organization, another UN body, had finally negotiated global guidelines on just transition. We're quite happy about that. That was a big sort of international campaign. And so now we had 2 important things, 2 big international norms, if you like, the guidelines from the ILO, and then a reference to just transition, the Paris Agreement. But then, we looked around and we're like, okay, we have almost no examples of just transition. This is a great idea that you can actually make the economy, make the environment the engine in economy, as you said earlier, and that the transition, which has to be now extremely rapid, far-reaching, and transformative from high-emitting emissions going up, where we are today, California on fire, to a world where we have 0 emissions. You can make that transition actually good for people, and especially working people. So they set up the Just Transition Center, which is where I work. And just to say what Just Transition is, so it's 2 things. It is indeed about older coal miners in Eastern Germany whose jobs are disappearing because Germany has decided to transform its power sector and to phase out coal, and all the things that need to be done for them, their families, and the region in order to make that transition not brutal, in order to enable people to have a bridge to pension, have an old age with dignity, in order for younger workers to get retrained, a big investment in what will soon be former coal regions, so investments that will bring modern infrastructure to parts of East Germany, create ideally decent, good new jobs. And for every single person who today is working in coal in Germany, there will be a pathway for every single worker. So that's what has happened in Germany with the Just Transition, is that no one will be left behind, which is sort of our motto in the labor movement. And with that pathway, the impossible has become possible. Because if you talk to people even 2 years ago, like, will we get an agreement to phase out coal in Germany? No, this seems very hard. Now, how did they get there? Well,
the unions in Germany had actually been pushing for a German commission, which is a political tradition that you have in Germany, to come up to go and hammer out an agreement on this. And they did. So you had the mining and energy unions, very powerful. You had the Industrial Federation, DGB. You had the federation representing people who work in power stations. You also had employers. You had regional government. You had federal government. You had NGOs. And so they were able, sitting there for 8 months, many bumps in the road. The process nearly fell apart a few times. But they were able to reach this massive agreement whereby Germany is basically going to shift out 50% of its generating capacity, nuclear, that was already agreed, and now thermal coal, by 2038, if not earlier. And at the same time, people are not going to be unemployed because of this. So it was big. I mean, and also Germany is a big industrialized economy. So that is the one side of just transition. Softening the impacts on affected workers, regional revitalization or regional development. And then the other part is equally important, and we don't talk about it enough. So Germany is also going to have 65% renewable energy in its power sector by 2030. It's going to build a massive amount of infrastructure in especially the former Eastern Germany, high-speed rail, broadband, new research institutions. Every single job in the new energy sources, in hospitals and schools, in building railways, building new schools, every single job could be a good job, right? A good as in paying decent wages with security of contract, skills and training, safety at work, all the things that are important for any working person. And if you did that, that is also just transition. So another key part of just transition is actually you need to do as government, and I think here we have to talk a bit about the role of the state as well as the role of employers. You need to do all the things you can do to create new jobs, and it's not that hard. Government's already put a lot of money into infrastructure. And you need to make sure that the new jobs are good jobs. Because what we do at the Just Transition Center is dead practical. So we work with ITUC's unions, our affiliates, and their allies to help unions and their members get concrete plans for just transition. So that can be everything from a big collective bargaining agreement in offshore wind, which is something we're working on with US unions, all the way up to helping unions advise their governments on getting an economy-wide plan for just transition, which is what we did with unions in New Zealand. And if you, just for me personally, if you start that process by going and talking, let's say, to oil and gas workers. We work, by the way, only with unions in high-emitting sectors. So coal, mining, power, oil and gas, steel, manufacturing, construction, and transport. So if you go and you say, okay, climate change is super urgent, and the sector where you work today, it's going to be gone. We don't know exactly when, maybe in 10 years. And if you're lucky, you're going to get unemployment benefits. What do you think about that? The yellow vests are really nothing to the reaction that you get to that, right? And so I wouldn't say that it's about telling a positive story, but it is actually about, first of all, people being at the table where their futures are being decided. That's one of the lessons we can draw from the German process and other processes where we've been very directly involved. So workers and their unions, employers, governments, communities. 2, people have to see a future for themselves. Climate action has to be something that is putting people, working class and poor people at the center. It can't be something like an increase in fuel prices that suddenly makes it impossible for people to pay their transport or electricity bills at the end of the month, right? That's a lesson we're seeing over and over again. Just most recently, well, Chile, but in Ecuador, where the government tried to eliminate fossil fuel subsidies and people hit the streets like that, right? So
you know, just transition isn't just a thing that's sort of nice for the labor movement as a way of reconciling the need to act on climate with people's rights to decent wages and to an old age with dignity and to social services. It's actually, from a practical perspective, essential if we're going to get meaningful action on climate change. People need to consent to it, because if they're not consenting, that, you know, you can call it democracy or not. If people aren't consenting to it in the electoral process, as we have seen in the United States with the election of Donald Trump, they may also not consent to it just by hitting the streets and making it impossible to govern, right? So the point of just transition is really one, that it is at least as much about the new jobs, the rights, the social protection, the things that give people hope, that make it possible to live lives that are decent and not lives of desperation. Two, it is about a shorter term, for sure. You mentioned, you know, in the long term, we're all dead. And indeed, you know, when we're working with unions, people are concerned about what happens in 2050, but they're very concerned about whether they can pay their bills at the end of the month. And they're concerned about 1, 3, and 5 years. And that is the perspective that we need to take into account, also from a climate science perspective. Three, that there are, in fact, ways, you know, we sort of throw up our hands and say, it's too hard to address inequality and climate change at the same time. But actually, we're getting examples of this in different countries, right? And there are many ways. We work with cities, we work with enterprises, also with renewable energy companies. We have worked, as I said, with national governments. There are many, many ways to bring these things together. Are they perfect? No. But if we start with this process where people are at the table and they can shape the plans that are very concrete and that can bring them this hope, if we make sure that the things that we're doing aren't increasing inequality, but are actually good for poor and working class households, and then finally, if we focus on doing things that create decent jobs, also bringing jobs that are today informal to become formal, then we will be in a much better position, we would say, than where we are right now. I want to end on a I don't know if it's a hopeful note. Not super hopeful. We were talking about this earlier today with the withdrawal of the US from the Paris Agreement, something we all have known was coming, indeed. Trump told us it was coming, it has come. And what the future looks like. In the labor movement, we have a few things that are important for us. We're an international movement of international solidarity at our best. So we have the ability to work across borders on these big issues in a way that can bring change in a lot of places at once, and that's actually part of what we do. We're a movement that's actually based on fundamental human rights, because without fundamental human rights, no labor movement. Freedom of association, organization, right to effective collective bargaining. And then the last thing is we're a movement where our theory of change, which we think about a lot, is actually mass mobilization. Because we see that where people have a collective voice and they organize themselves, that they can do many things, including change the government. And sometimes that is the kind of change you need to see. So I don't know if that is a hopeful note, or maybe just to look into the not too distant future to look at what kind of mobilization and effort is going to be necessary to get this, to fix the things that are broken, not only in environment and climate change, other aspects of environment, but also in our social compact that was working okay, at least for some groups in society for a period. Thank you. Merci beaucoup, Samantha. Isabelle. Bien, d'abord, je crois que ce qu'on vient d'entendre montre qu'il s'agit vraiment d'un changement de paradigme très global et qu'on est très loin de,
au fond d'un simple sujet industriel ou technique, ce qu'on a parfois entendu, hein, notamment au sujet de la transition énergétique. Au fond, l'image qui vient assez rapidement à l'esprit dans la plupart des cas, c'est simplement des fermes renouvelables ou solaires. Non, on est très loin de ça. On est face à un changement de paradigme qui est social, qui est de santé, qui est philosophique au fond aussi. Et je pense que de ce point de vue-là, on vit une époque qui est absolument extraordinaire au sens propre. Alors, économie, environnement, j'ai ressorti mes souvenirs de grec, ils sont un peu anciens, mais économie, c'est oikonomia, c'est-à-dire la bonne gestion du patrimoine ou de la maison. Et au fond, quand j'écoutais tout à l'heure votre témoignage, je me disais qu'on est simplement en train d'étendre la notion de maison. C'est une notion de maison qui englobe l'environnement et que de ce point de vue-là, on peut presque prétendre que dans le monde d'aujourd'hui, économie et environnement, c'est quasiment le même mot. En tout cas, ils sont en train de se rapprocher de manière spectaculaire. Je trouve aussi qu'on en vient spontanément, collectivement, à parler du climat, spécifiquement du climat. Ça, c'est intéressant. Parce que, au fond, le climat, par le caractère très universel de cette problématique, est très spectaculaire et très inquiétant, est en train de servir de révélateur. Le climat, de mon point de vue, est en train de faire bouger les consciences, beaucoup plus que jusqu'ici ne l'ont fait un certain nombre d'autres problématiques qui étaient très sérieuses aussi, qui sont des problématiques de consommation beaucoup trop rapide des ressources naturelles. Par exemple, on sait tous ici qu'on consomme à peu près 2 fois trop de ressources naturelles par an par rapport à ce que la Terre raisonnablement peut produire. Mais jusqu'ici, ça n'a affolé personne. Alors que le climat, par l'image des dégâts que finalement la population, qu'on s'en fait tous d'ailleurs, par aussi son caractère absolument fongible. Je ne crois pas qu'il y ait tellement d'équivalents. C'est-à-dire que je n'arrive pas en tout cas à trouver de cas précédents où n'importe quel geste fait par n'importe qui, n'importe où, a un impact sur tout le monde, s'agissant de CO2, puisque c'est une sorte de comptabilité globale avec un indicateur qui est le CO2 et qui, parce que la problématique est fongible, force à une espèce de prise de conscience collective globale et à une gouvernance mondiale pour la première fois, à mon avis, à cette ampleur en tout cas. Donc, je crois que le climat, il est à la fois, cette crise climatique, elle est à la fois un vrai danger considérable et en même temps, si j'ose dire, une opportunité, c'est-à-dire l'opportunité de provoquer la prise de conscience dont on a besoin de toute façon, parce que je crois vraiment que, indépendamment même du climat, notre système a atteint ses limites. Il a atteint ses limites du point de vue environnemental, il a atteint probablement ses limites du point de vue social. Regardez le nombre de gens qui se sentent exclus des mécanismes économiques dans le monde entier. Donc, je crois qu'on peut aussi le regarder, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre. Voyons les aspects positifs de cette question-là aussi. Alors, je vais focaliser maintenant mon point sur le climat parce que Engie étant une entreprise spécialisée dans le monde de l'énergie, par définition, se trouve très directement concernée par ce sujet du climat et des émissions de CO2. Nous sommes une entreprise qui a, pendant des décennies, eu une trajectoire très rapidement croissante en construisant les infrastructures de production d'énergie d'énormément de pays en voie de développement, une 60aine, et en jouant un rôle dont nous sommes très fiers, c'est-à-dire que nous avons amené l'énergie à beaucoup de populations, mais nous l'avons fait avec les technologies de l'époque et donc par définition avec des technologies carbonées. Et presque par construction, nous sommes devenus l'un des plus gros émetteurs de CO2 du monde, numéro 3. Et nous sommes une entreprise qui, finalement, il y a quelques années de ça, s'est rendu compte que son modèle de croissance, qui avait été florissant, extrêmement successful, était en train de la faire, finalement, de la positionner de manière extrêmement risquée, avec un changement autour de nous, une attention croissante sur le CO2, des difficultés économiques qui ont commencé à se faire sentir, qui, d'une certaine façon, nous ont rendu service, à la limite. Je peux vous dire ça maintenant qu'elles sont résolues, mais
c'est vrai que nous avons sans doute été, plus que d'autres, amenés à nous poser cette question. Qu'est-ce qui se passe au fond? À partir de 2010-2011, nous avons commencé à décroître, mais systématiquement, chaque année, parfois 10% par an. Même quand vous êtes un grand groupe industriel mondial, décroître de 10% par an, c'est vite très compliqué à gérer. Et les premières années, au fond, collectivement, la communauté de l'entreprise s'est dit ça va passer, ça va revenir, on a su gérer, on va savoir gérer, on va optimiser tel ou tel paramètre et la croissance va revenir. Et puis, à un moment donné, on a vraiment fait une pause dans nos analyses stratégiques. J'ai eu, moi, l'immense chance d'arriver à ce moment-là dans l'entreprise, d'avoir 1 an de recouvrement avec mon prédécesseur, et j'ai passé 1 an à faire le tour du monde plusieurs fois, voir toutes nos équipes, tous nos clients, les régulateurs, pour essayer de comprendre ce qui se passait et comprendre comment on pouvait s'en sortir. Comment est-ce qu'on pouvait passer d'un modèle à un autre, en comprenant que celui que nous avions mis en œuvre jusque-là était probablement appelé à continuer à péricliter. Et nous avons opéré un shift assez radical de nos activités. Nous avons décidé de passer de, au fond, une situation dans laquelle notre métier premier, c'était de produire de l'énergie et d'être rémunéré pour ça, à une situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui un groupe qui aide ses clients à faire des économies d'énergie et est rémunéré pour ça. Alors, un mot sur le pourquoi de cette focalisation sur les économies d'énergie. Il y a une chose dont nous sommes très convaincus, c'est que l'écueil principal dans cette transition énergétique, ça n'est pas la technologie, c'est l'économie. C'est faire en sorte qu'on puisse gérer cette transition sans qu'elle soit insupportable pour les consommateurs. C'est faire le constat que peu de gens formulent tout haut, mais qui est que l'énergie à l'unité va coûter de plus en plus cher dans le futur, qu'il n'y a absolument pas de moyen de s'échapper de ça. Soit parce qu'une taxe carbone va venir alourdir le prix des énergies fossiles, soit parce qu'à l'unité, le prix de l'énergie renouvelable est plus élevé que ce que les vieilles centrales traditionnelles amorties sont capables de proposer. Donc, une augmentation des coûts de l'énergie à l'unité, et le constat aussi qu'il n'y a de place ni dans la facture des ménages, ni dans la facture des entreprises, ni dans la facture des villes pour une augmentation des factures d'énergie. Donc nous, l'analyse que nous avons faite, c'est que la porte de sortie de tout ça, pour réconcilier tous ces contraires, c'est-à-dire mettre en œuvre une transition énergétique rapide, mais le faire sans augmentation de la facture, au fond, c'est un choc qu'on voit dans la rue. Quand on voit les étudiants le vendredi qui défilent en disant « attention, fin du monde, une transition énergétique plus rapide est absolument nécessaire », et puis le lendemain, on a les gilets jaunes qui nous disent « oui, mais pouvoir d'achat fin du mois », on voit cette espèce de tension s'exprimer de manière extrêmement forte. Donc nous avons fait l'analyse que le point, probablement un des point tout prioritaire pour sortir de là par le haut, ce sont les économies d'énergie. C'est la sobriété énergétique. D'ailleurs, je pense que ça s'applique à bien d'autres sujets que strictement à l'énergie, qu'on pourrait dire la même chose de beaucoup des consommations alimentaires, de biens d'équipement en général. Et c'est pour ça que nous avons opéré ce changement. Nous l'avons opéré de manière rapide, en faisant le constat qu'il y a urgence. Il y a urgence tout court, mais il y a urgence pour nos entreprises aussi. Parce que si nos entreprises ne se transforment pas à la bonne vitesse, comme le monde autour d'elles est en train de changer très très vite, nos entreprises sont à risque très fort d'être déclassées. Et nous n'avons pas attendu la régulation, en fait. Et ce qui nous a fait bouger, c'est quelque chose qui est beaucoup plus incitatif que la régulation, ou beaucoup plus puissant que la régulation, c'est le risque de réputation. Donc un changement très rapide, en 3 ans, où finalement aujourd'hui, pour vous donner une idée, 2/3 de nos 170 000 collaborateurs sont impliqués dans des économies, non plus de production d'énergie, mais d'économie d'énergie. Alors comment est-ce que, moi, de quoi est-ce que je peux témoigner en termes de comment l'avons-nous fait et qu'est-ce qu'on en retient pour l'avenir, en tout cas pour ce qui concerne Engie. D'abord, on l'a fait en disant la vérité aux gens et en essayant vraiment de regarder lucidement la situation,
Et moi, je peux témoigner d'une chose, c'est que la société civile, et bien sûr, on la voit, elle est vocale, mais la société civile, elle est dans nos entreprises. Les gens dans nos entreprises, je ne sais pas si vous vivez la même réalité dans les entreprises dans lesquelles vous vous trouvez vous-même, mais voient exactement ce qui se passe. Et donc, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, nous, la recette que nous avons tenté d'appliquer, c'était très imparfait, mais c'était de dire, écoutez, voilà ce qui se passe. Voilà, à notre avis, comment on peut sortir de là par le haut, comment on peut remettre les moteurs de la croissance du groupe en route. On va supprimer des jobs à certains endroits. J'ai été très explicite. On va créer des jobs à certains endroits. Et réfléchissons ensemble aux règles du jeu. Quelles sont les règles du jeu qui s'appliquent à l'entreprise et qui s'appliquent à ses collaborateurs dans le cadre de cette transition rapide? Et nous en avons fixé quelques-unes. Une des principales étant que tout le monde dans l'entreprise avait sa place, même évidemment des collaborateurs qui travaillaient sur des activités que nous avons stoppées. Nous avons arrêté le charbon, nous avons arrêté le pétrole, par exemple. Tout le monde a sa place du moment qu'il est mobile. Alors mobile, c'est soit mobile géographique, c'est soit mobile du point de vue de la spécialité. Et nous avons organisé notre système pour que le maximum de nos équipes puissent effectivement jouer de cette mobilité. La mobilité chez Engie a été multipliée par 6 en 2018 par rapport à ce qu'elle était en 2015. Donc derrière ça, il y a un gros effort de formation. On a dépensé de mémoire 300 millions d'euros de formation. On a mis en place des dispositifs qui ont permis aux gens de regarder en face cette réalité et de s'inscrire dans cette réalité. Ce n'est pas parfait. C'est-à-dire que l'essentiel de nos équipes a soutenu ce projet. On a eu aussi au départ à gérer une forme d'inquiétude d'une frange, qui heureusement n'a été qu'une frange, et puis qui s'est rapidement rassurée en voyant les moyens qui étaient mis en œuvre. Mais donc moi j'en retiens qu'il faut dire la vérité. Et d'ailleurs, c'est même pas seulement dire la vérité, comme si elle était détenue par une personne ou un petit groupe de personnes à la tête de l'entreprise, c'est élaborer un diagnostic de vérité ensemble. Ce que nous avons eu la chance d'avoir le temps de faire parce que nous l'avons fait tôt. Alors dire la vérité au marché aussi. Nous sommes une entreprise cotée et nous avons dû faire, pour opérer ce changement que je viens de vous raconter brièvement, quelque chose que le marché déteste. C'est-à-dire que nous avons dû accepter de commencer par réduire la taille de l'entreprise. Arrêter le charbon, arrêter le pétrole, ça voulait dire concrètement réduire la taille de l'entreprise. Et on a arrêté donc 15 milliards d'activités à peu près sur les 60 milliards d'activités que nous avions. Et nous avons réinvesti cette ressource dans des activités que nous avons accélérées, qui existaient déjà mais à petite échelle, et que nous avons accélérées. Donc développement renouvelable évidemment, économie d'énergie à très très grande échelle. Mais nous l'avons fait évidemment en démarrant progressivement. Donc à un instant de raison, vous vendez votre pétrole, vous vendez votre charbon, et vous investissez dans des activités dans lesquelles vous dites au marché, vous inquiétez pas, elles vont rapporter bientôt. Bon. Et là, ça se corse. Ça se corse parce que nous avons, et je trouve, c'est un sujet que je mets sur la table, qui n'est pas nouveau, que personne ne découvre ici, mais qui est une vraie réflexion à avoir sur la régulation, la régulation financière, disons plus généralement. Le marché raisonne de manière extrêmement brève. En moyenne, nos investisseurs ont une durée de présence au capital de notre groupe de 9 mois. 9 mois. Nous gérons des transitions qui sont considérables, qui sont générationnelles, et nous avons un actionnariat qui a une mutation moyenne de 9 mois. J'aimerais bien savoir comment on va opérer, pas seulement un groupe, puis il y en a quelques autres qui sont mis, mais de manière systémique, tous les acteurs, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, dans des conditions pareilles. Là, vraiment, puisque nous sommes ici devant une assemblée de juristes et de régulateurs plus généralement, je crois qu'il y a une vraie question à se poser. Mais nous avons pris notre courage à deux mains, nous sommes allés voir le marché et nous leur avons dit « laissez-nous 3 ans ». Ce qui pour lui est l'éternité, mais laissez-nous 3 ans. Dans 3 ans, les 15 milliards auront produit et je vous promets, nous serons à la même taille qu'avant, plus profitables, et à la différence d'avant, nous serons en croissance. Et c'est ce que nous avons fait.
Donc moi, je suis optimiste parce que ça marche, parce que nos équipes, c'est vrai, c'était vrai pour Engie, mais je ne vois pas de raison. C'est vrai, à mon avis, beaucoup plus largement dans la société d'aujourd'hui. Nos équipes sont prêtes à entendre ça, parce que la prime de réputation marche aussi. Non seulement on a plus de clients, c'est pour ça qu'on est retourné en croissance, parce que les clients viennent nous voir plus qu'avant, et on a plus de talent. Et ça, c'est presque encore plus important. Nous avons, en 2018, eu 80% de CV de plus qu'en 2015. Ce n'est pas marginal. À un moment où on voit que la jeunesse est extrêmement vocale, extrêmement sensible, être capable d'attirer les jeunes, c'est absolument fondamental. Mais voilà, moi, mon témoignage, c'est que, un, c'est possible, mais que deux, ça n'est pas normal qu'on ait besoin de prendre autant de risques pour faire ça. Parce que tant que la barrière à l'entrée, la haie à franchir, est aussi haute qu'elle l'a été pour nous, on ne peut pas espérer qu'à grande échelle, le système bascule. Donc je crois que la question, c'est au fond, quelles seraient les bonnes arrêts de vivre d'une régulation qui fasse qu'en mode majeur, vraiment, l'ensemble du dispositif bascule. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Bien, vous avez eu une diversité de points de vue, non pas parce que les interventions des uns et des autres ont été contradictoires, mais parce qu'elles se sont situées sur des domaines différents. Alors, je suis en train d'hésiter, mais pas longtemps. Est-ce que nous devons discuter entre nous? Est-ce que nous devons donner la parole à vos questions? Me rappelant mes attaches normandes, on va trancher la poire en deux. C'est-à-dire, je vais demander à chacune et à chacun des panélistes, et ils peuvent répondre non, s'ils souhaitent réagir sur un point, un seul, à ce qui a été dit. Et donc, il est possible que tous veulent réagir, ou personne, ou la moitié. Et puis, ensuite, vos questions auxquelles on essaiera de répondre. Alors, est-ce que tel ou tel d'entre vous a été accroché par un point particulier et souhaite réagir? Vas-y, je t'en prie, Maria. C'est sûr que c'est touchant, c'est-à-dire quand on parle de santé, on dit au nom de la santé, il faut fermer la production des charbons, il faut éviter les combustibles fossiles parce que ça a un impact dans la santé. On n'est pas totalement inconscient de ce que ça veut dire. J'ai grandi au nord de l'Espagne, là où on vivait il y avait des mineurs, donc l'extraction du charbon. Et quand j'ai commencé mes études de médecine, on allait dans l'hôpital de Silicos, chose qui n'existe plus aujourd'hui, où les hommes de 40 ans et moins de ça, ils avaient des crachats, excusez-moi d'être si visible, très noirs. Ils crachaient ses poumons à l'âge de 30 et quelques 40 ans. Mais la ville était heureuse, même si à 5 heures de l'après-midi, il y avait des charbons qui nous tombaient sur les vêtements, même si tout le monde était asthmatique, parce qu'il y avait une économie. Est-ce que, je me demande, il n'y a pas une autre façon de créer une économie qui ne va pas détruire notre santé? Il doit avoir. Mais j'ai vécu la transition des mineurs qui ont perdu le travail avec des subventions. Et ces subventions ont fait que ces jeunes hommes entre 40 et 50 ans et moins que ça, qui avaient des subventions à la retraite anticipée, ils sont tous finis avec un alcoolisme terrible parce qu'ils passaient leur journée dans les bars, parce qu'ils n'avaient pas d'innovation, il n'y avait pas des idées. Donc, effectivement, on compte sur la créativité, sur l'innovation, la difficulté avec les trade unions et les entreprises pour sortir de ça. Et si c'est vrai, ma question c'est vrai que pour chaque emploi qu'on va perdre dans le combustible fossile, donc l'énergie fossile, on pourra créer 4, ou c'est une fantaisie encore qu'on essaye tous de se faire une illusion sur ça? Merci Maria. Autre réaction? Oui, vas-y, Samantha. Well, so first to your remarks, Isabel, I mean, the thing that we
always say to employers is retain, retrain, and redeploy, right? And that is, I mean, when a company is large enough to do that and it has an organized labor force, then you can get a process that where people can plan the solutions together and also be part of the change in the company. Not all companies can change. Some companies only have coal assets, right? What's going to happen with them? Some countries are so dependent on rents to the state and on export revenue from oil and gas that you're talking a very fundamental change indeed. For example, Nigeria, 80% of the export revenue is coming from oil and gas. So there are a lot of examples. I do just want to say, to react to what you were talking about with coal miners. So there was a time, and it wasn't too long ago, when being a coal miner, working in coal, was one of the most attractive, secure jobs you could have in these regions if you were a working class man. And that was because coal was keeping the lights on, and that was an essential part of the economies. And that has changed pretty dramatically. The people who worked in coal, they paid a high price. They're still paying a high price. If you started working the mines when you were 16 in a European country, by the time you get into your 40s, your life expectancy is very significantly reduced. You have many occupational injuries. The same thing is true, however, for other sectors where people aren't getting the same recognition. Let's take sort of lower wage healthcare workers, mostly women, construction workers, the list is very long. I think where I want to leave things is we actually do have solutions for people. We've heard some of those solutions today from within a company. I've talked about some of the solutions we're working on. They're going to be better in some places or worse, depending on the situation of the workers, the country, and so on. I agree with you, Isabel, that we actually do have the technology. So other than, direct capture of CO2 and its storage, right? Okay, that's like a unicorn at the moment. When it comes to decarbonizing, even for heavy industry, actually the technology exists, or you could substitute materials, right? We just had a session with the cement and steel employers and unions and so on, and it's clear the technology is there. It's just like how quickly you could do it, the amount of investment that's required. So it seems from our perspective that the issue is really one of political economy. Like, how quickly can you transform and still have the consent of the people who are most on the front lines? And for us in the union movement, we are hopeful about that, but we think that is also a huge challenge. Merci. Avant de passer la parole à vous, je voudrais faire une démonstration compliquée qui durera au moins 30 secondes. Lorsque on regarde ce qui est cohérent avec l'accord de Paris, à partir des études du GIEC, quel est le montant des réductions d'émissions de CO2 auxquelles il faut procéder, on arrive à la chose suivante. Cette feuille blanche représente les émissions actuelles de CO2 en 2019-2020. Si l'on veut atteindre les objectifs de Paris, qui eux-mêmes se traduiront par un certain nombre de conséquences lourdes pour la population, il faut procéder ainsi. En 2030, on devra être là. En 2040, on devra être là. Et en 2050, on devra être là. Encore faudra-t-il éliminer ce reste que certains ingénieurs pensent pouvoir éliminer en retirant le CO2 restant de l'atmosphère. C'est donc dire l'ampleur du défi qui est devant nous.
Alors, des pistes ont été esquissées par nos amis, et je pense qu'elles sont toutes extrêmement riches. Évidemment, en écoutant les suggestions des uns et des autres, on se disait, oui, mais ça, c'est possible lorsque une entreprise est de bonne volonté, ou lorsqu'un État, on prenait l'exemple de l'Allemagne, dispose des moyens nécessaires pour compenser la chute d'une région charbonnière. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde tel qu'il est, où le nationalisme se cumule avec l'individualisme et avec le court-termisme? Et c'est toutes ces questions auxquelles il faut répondre, la mobilisation des uns et des autres étant une des réponses. Encore peut-elle avoir lieu dans certains pays, mais est-elle beaucoup plus difficile dans d'autres? Bref, il faut à la fois, et c'est l'esprit dans lequel nous sommes exprimés, chercher des réponses positives et en même temps, Isabelle le disait, ne pas dissimuler l'ampleur de la tâche. Qui veut intervenir? Je vous en prie. Bonjour, messieurs, dames, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président du Conseil constitutionnel. J'ai deux petites questions. Tout d'abord, dans le droit français, le préjudice écologique est entré très tardivement, puisque c'est dans les années à peu près 2011-2012 que les premiers textes, d'après un texte de l'OCDE, mais avant, il y avait un président de la République qui s'appelait Jacques Chirac, qui a dit, en 2002, la maison brûle. Depuis 2002, il a fallu 10 ans pour que des juristes conceptualisent le préjudice écologique et le fassent rentrer en 2016 dans le Code civil. Alors, ça veut dire à peu près 15 ans à peu près qu'il a fallu attendre. Dans le futur projet de la responsabilité civile, qui doit être normalement débattu dans les prochains mois au Parlement, et là peut-être vous nous en direz plus, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, est-ce que le texte va être renforcé sur le préjudice écologique pour notamment répondre aux défis de la santé publique, ou alors va-t-on laisser un texte un petit peu plat? Et également, une deuxième question, c'est sur notre modèle de consommation. Aujourd'hui, nous faisons livrer pas mal de produits par un célèbre fournisseur, d'accord? Celui-ci use de moyens de locomotion pour nous délivrer le produit très rapidement. Donc, ça a un impact écologique. Cet impact écologique, il faut à un moment donné le mesurer, et aussi pollueur-payeur, voilà, donc cette règle-là. Et le troisième point, c'est au niveau européen. Il y a le projet du gazoduc allemand qui doit aller en Russie, qui est apparemment dévastateur au niveau écologique, d'après les dernières informations et d'après les derniers articles dans le monde. Voilà. Donc je voulais vous interroger sur ces trois points qui, au niveau européen, y a-t-il vraiment une gouvernance sur le projet écologique, et également au niveau interne, au niveau de la responsabilité et notre modèle de consommation qui est peut-être à bout de souffle. Sur la question du gazoduc, je ne me prononcerai pas. Je ne sais pas si Isabelle voudra dire quelque chose. Sur les deux autres points, je peux, tout en étant prudent compte tenu de mes fonctions, vous donner quelques éléments sur la France et puis plus généralement. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le vaste monde en termes de droit et en termes de procès concernant l'environnement en général, le climat en particulier, le nombre et l'importance de ces contentieux est en train de monter considérablement. Ça a commencé en Amérique du Sud, vous le disiez, parce que, par tradition, leur conception de Pachamama, Mother Earth, etc., fait qu'ils étaient plus accessibles à ce type de discussion, voire de contentieux qu'ailleurs.
Ça a continué dans un certain nombre de pays d'Asie. Il y a eu des procès importants en Inde, même si la situation, malheureusement, est celle qu'on connaît. Et puis, ça vient en Europe. Par exemple, aux Pays-Bas, pays riche, il y a eu, il n'y a pas si longtemps que cela, un arrêt de la Cour d'appel qui enjoint au gouvernement néerlandais de modifier sa position en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne les émissions de CO2, à partir d'un recours. Et la France ne fera pas exception à cela, puisque le mouvement est général et que, par définition, les questions environnementales ne s'arrêtent pas aux frontières. Alors, en ce qui concerne la France, il y a, je ne peux pas me prononcer sur les lois futures que je ne connais pas, et en plus, le Conseil constitutionnel, comme son nom l'indique, ne donne aucun conseil. Et donc, si nous sommes saisis, nous prendrons nos décisions, mais une fois que nous serons saisis. Mais il y a déjà du droit positif, et en particulier, vous avez cité M. Chirac, une révision constitutionnelle est intervenue avec l'adoption d'une charte de l'environnement que le Conseil constitutionnel a considéré comme faisant partie du bloc de constitutionnalité. Donc il y a une base, même si certains estiment que cette base n'est pas suffisamment exploitée. D'ailleurs, je le note en passant, le nombre de contentieux dont nous, juridiction suprême du point de vue constitutionnel, sommes saisis est très faible en matière environnementale. Alors les spécialistes de cela disent oui, mais il y a un cercle vicieux, comme jusqu'à présent vos décisions ont été peu nombreuses et assez restrictives, du coup on ne vous sollicite pas parce qu'on sait qu'on ne pourra pas obtenir satisfaction. Je ne vais pas me prononcer a priori, mais disons qu'il n'y a aucune raison de penser que les membres du Conseil constitutionnel, je mets dans le coup leur président, soient totalement insensibles aux considérations sur l'environnement. Même si, évidemment, nous sommes des sages, et paraît-il, et nous jugeons de manière tout à fait objective. Donc moi, je pense qu'il va y avoir un développement du contentieux, à partir, bien sûr, des lois qui seront adoptées par le Parlement et des principes constitutionnels. D'ailleurs, lorsque je discute de ces sujets avec mes homologues des différentes cours suprêmes internationales, je suis frappé que ce sont toujours les mêmes points qui reviennent lorsque je leur pose la question qui m'intéresse, quels vont être les contentieux du futur? Et je regarde Bernard Cazeneuve, c'est intéressant de voir que les contentieux du futur rejoignent la plupart des thèmes que vous avez choisis pour cette journée de réflexion et de proposition. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer en matière d'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer en matière de bioéthique, quelle sera l'application des règles de la compliance, qu'est-ce qui va se passer en matière environnementale et qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan financier. Et plus généralement, est-ce que l'Europe, nous sommes européens, est condamnée à subir l'extraterritorialité américaine, ou est-ce qu'on a une chance, nous, d'avoir des intérêts et une modalité de défense? Donc, conclu là-dessus, par rapport à votre question, oui, le contentieux environnemental va se développer. Oui, je crois que à partir du moment où ce souci existe très largement dans la population, c'est tout à fait légitime. Quelle sera la réponse des tribunaux? Alors là, ça dépendra bien sûr, et on revient notamment sur cette question du pacte mondial et sur les législations nationales, ça dépendra bien sûr des textes qui auront été adoptés et de ce que l'une de nos panélistes appelait la mobilisation. Alors, qui est-ce qui mobilise? Là, on voit les jeunes qui se mobilisent. Je ne suis pas du tout de ceux qui parlent avec un accent pointu de ces jeunes qui ne respectent pas toutes les conventions du vocabulaire. Ils font bouger les choses, même si on peut contester la façon de le faire. Et puis, il y a les grands-mères dont on nous a parlé, et puis il y a ceux qui ne sont ni très jeunes ni des grands-mères. Et en tout cas, partout ce souci monte, et cela va se retrouver dans le droit. Je vais ajouter, avant de donner la parole à Isabelle,
Un mot sur l'aspect financier. Les finances sont absolument décisives dans toutes ces affaires, à la fois au niveau des États et au niveau des entreprises. Tout à l'heure, démonstration a été faite de ce qui se passait en Allemagne lorsqu'il s'agissait de convertir une région. Oui, d'accord, mais l'Allemagne est un pays riche. Comment fait-on lorsqu'il s'agit d'un pays qui n'a ni technologie ni finance? Donc nous avons une responsabilité à cet égard. Et c'est vrai aussi pour les entreprises. Les mieux gérées d'entre elles comprennent que, pour reprendre une expression du gouverneur de la Banque d'Angleterre, M. Carney, il y a un risque climatique, un risque de bulle climatique, que lui-même considère comme étant plus important que la bulle financière des années 2008-2009. Parce qu'à partir du moment où on aura compris qu'il faut laisser dans le sol une grande partie des énergies fossiles, il y a un moment où ça se traduit dans les bilans. Et un certain nombre de grandes sociétés qui ont des actifs majeurs, si on les convainc, ou si le marché, comme on dit, est convaincu qu'une partie de ces actifs doit être neutralisée, et si cela n'est pas préparé soigneusement, vous voyez les catastrophes auxquelles cela peut aboutir. Et donc, il faut, même si la finance ne domine pas tout, mais elle accompagne beaucoup de choses, arriver à mettre en jeu des mécanismes, à la fois au plan national et international, qui permettent, tout en respectant l'économie de marché, de prendre en compte ces données financières. C'est toute la réflexion qui existe sur les mécanismes de taxe carbone, les mécanismes de taxation aux frontières, etc., etc. Je ne vais pas vous envoyer avec ça. Mais cette question financière, à la fois pour les individus, on a parlé à juste titre de la transition juste, pour les régions, pour les entreprises, pour les États, est une question absolument déterminante, avec bien sûr des dispositions juridiques qu'il faut arriver à mettre en place. Isabelle. Monsieur, vous faisiez allusion, je pense, à ce pipeline qui passe par la mer du Nord et qui permettra d'amener du gaz russe en Europe de l'Ouest, pas seulement en Allemagne d'ailleurs, hein. Je n'ai pas connaissance de problématiques environnementales particulières, peut-être y en a-t-il, mais vous me donnez l'occasion de soulever un point qu'on a peu abordé jusqu'ici, qui sont les aspects géopolitiques et de sécurité d'approvisionnement. Je pense que ce qui est en train de se passer aussi, c'est qu'on est en train de passer d'une situation dans laquelle quelques pays du monde, très peu en fait, 7, 8, 9 pays maximum, alimentent tout le reste des États avec les ressources qui se trouvent dans leur sous-sol, à une situation dans laquelle, si on articule bien le développement des énergies renouvelables, et le solaire tout particulièrement a un potentiel extrêmement important, la ressource solaire mondiale, c'est 20 fois la consommation mondiale d'énergie. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a de bonnes raisons de penser que dans le cocktail futur, sans que je sois capable de vous dire exactement la proportion, le solaire jouera un rôle très important. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des pays aura presque les conditions, parfois totalement les conditions de son indépendance énergétique. Donc en termes effectivement de stranded assets, comme on dit, hein, c'est-à-dire finalement de situations dans lesquelles un certain nombre d'acteurs industriels, étatiques, sont riches aujourd'hui parce qu'ils ont dans leurs ressources souterraines cette énergie fossile. Le nombre de cas, ce qui se profile probablement en termes d'effondrement économique est important. Et c'est ça qui se joue aussi. Et c'est ça qui fait que la transition est lente. C'est que la richesse va changer de main et que si on ne prend pas le soin d'organiser en douceur ces évolutions-là, on peut craindre effectivement que ça ne se passe pas à coup et que ceux qui ont tout à perdre dans cette évolution-là jouent la montre. Et c'est quand même en grande partie ce qui est en train de se passer. Mais je voulais plutôt évoquer là une touche d'optimisme, hein, et pour rebondir sur le cas du Sénégal, par exemple, et c'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne aussi, les ressources solaires ou les ressources renouvelables qui se trouvent sur le sol de ces pays-là. Le Sénégal a la chance d'avoir des ressources souterraines, mais beaucoup d'autres pays n'en ont pas. Eh bien, ces pays qui sont aujourd'hui totalement dépendants sur le plan énergétique ont les moyens, à terme, de leur indépendance. Ce qui change radicalement, mais vraiment, je crois, radicalement, la répartition des richesses
et redistribue les cartes d'une manière qu'on n'a peut-être pas complètement mesurée. Alors, qui est-ce qui veut intervenir? Oui, je vous en prie. Voilà, on vous amène un micro, là. Je vois une personne qui descend le micro. Non, mais ne vous cassez pas la voix. Allez-y. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, déjà merci beaucoup pour ce débat très intéressant. Je voudrais vous poser une question concernant l'état d'esprit avec lequel on aborde les problèmes de développement durable et d'écologie. Souvent, en fait, on nous parle de tout ce qui constitue une répression, des pénalités, des contentieux, des taxes carbone, des manifestations contre. En fait, on nous parle souvent de ce qui est négatif contre un problème grave, bien sûr, mais peut-être pas assez de la manière positive avec laquelle on pourrait aborder tout ce qui marche. Je veux dire par là, ne pourrait-on pas insister plus sur les incitations financières ou fiscales, sur les efforts que font certaines entreprises ou certains individus pour valoriser les innovations, pour encourager les initiatives, peut-être sous forme financière, sous forme également, pas simplement que financière, mais sous forme de campagnes de publicité, de prix qui pourraient être remis à des entreprises qui ont été particulièrement originales dans leur démarche. En fait, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est pourquoi pas essayer aussi, entre autres, d'avoir un changement d'état d'esprit pour plus montrer en exemple ce qui marche. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Vas-y, je t'en prie. I'd just like to give you a concrete example of this, which is actually from the United States. One of the state utilities was going to close down the last remaining nuclear power plant in California, which someone had managed to build on top of an active earthquake fault line. So it was clear that the days of this plant were numbered. Environmental organizations were campaigning against it from the moment it was built, more or less. And we had a chance to talk to the trade unionist who negotiated the closure agreement with the utility, and about the conversation he had with his members. And he said, and so he was in a group with a trade unionist from South Africa, where you really have a huge challenge in terms of the transition to the energy sector. We're working with the unions there, and one from Canada. So they're telling very difficult stories. So we asked him, like, what was this like? And he said, well, you know, our members knew. Like, we knew the days, our days working there were numbered. People were very frightened and depressed. But when I came to them and I said, look, we have a chance to have whatever it is, 5-6 years to plan before the plant actually closes, and you're going to get a wheelbarrow full of money at the end of it, and those of you who want it will be retrained and redeployed within the utility, they were ecstatic. Right? And everyone in the room started laughing. It was a room full of trade unions, because that's almost never the conversation you have around closure. But we don't have that many, you know, that's sort of an outlier. But I will say, in addition to the hard conversations that we have with unions when people are talking about what's going to happen next, and you know, maybe the end of a sector or huge changes in a sector, we also have in our witness to many conversations like that, where people go from being frightened and insecure about the future to understanding that they're going to have a good job at the end of it. And that is a good story. The other thing is that there are ways to structure climate policy so that it doesn't make people's electricity bills go up from one day to the next, right? I definitely hear Isabel on the issue of energy saving. That is critical. But there are ways to provide things like warm homes. The Labour Party in the UK has just launched a very ambitious policy, basically, to insulate all homes, and especially basically for free for poor and working class households. And that is a way to drive big reductions in energy use, and at the same time, it's going to make a lot of people's lives better. So when you think about
You know, how could we do this if we were starting with people, and especially poor people or working people, and then look at the different sectors where you can drive change? You will see a lot of good ways to do things, and we're getting examples of that already. Not to be too optimistic, right? All of this is a struggle. Merci Isabelle. Oui, monsieur, je pense que vous avez absolument raison, d'autant qu'il y a matière. On vient de parler des aspects géopolitiques et ils sont majeurs. Il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie dans ces pays dont j'ai parlé tout à l'heure et qui, par le déploiement massif des microgrids, par exemple, vont avoir accès à l'énergie dans des conditions qui sont économiquement possibles pour ces populations. Première vraie raison de mettre en avant les intérêts de cette transition. Par ailleurs, si on revient à ce qui vient d'être dit là et à la nécessaire, finalement, combinaison de transition énergétique, mais pas d'augmentation des factures, et même diminution des factures, les exemples sont nombreux qui montrent que c'est possible. Je vais vous en donner un. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est devenu notre métier principal chez Engie. Nous avons signé il y a peu de temps un contrat avec un campus universitaire. Nous signons beaucoup de contrats de ce genre. Celui-là est particulier parce qu'il couvre un territoire très important, un campus universitaire américain de 100 000 personnes. C'est une ville. Notre contrat est un contrat très long, 50 ans, qui nous amène à remettre à niveau toutes les infrastructures du site qui consomment de l'énergie, qui produisent du froid, qui produisent du chaud, qui produisent l'éclairage, qui permettent le transport sur le site, la ventilation, il y a un hôpital sur le site, toutes les salles blanches, tout ce qui consomme de l'énergie. Nous allons dépenser 1,5 milliard de dollars. Et en faisant cela, nous provoquons, rien que sur les 10 premières années de ce contrat, 30% d'économie d'énergie. Tout en réduisant les émissions de CO2 de 40%. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et là je reviens au point du financement qui a été abordé tout à l'heure, si on a les moyens de remplacer les vieilles infrastructures anciennes au sens pas efficace, de chaud, de froid, de tout ce qui constitue en fait l'essentiel des consommations d'énergie dans le monde, mais en réalité, le gisement d'économie d'énergie est absolument considérable. Sur l'ensemble des activités que nous gérons dans le monde entier, il n'est pas rare d'arriver à 40-50% de réduction de consommation, et donc de facture. Et du coup, l'énergie qui reste, vous avez la place, si je puis dire, de la convertir en énergie propre. Elle coûte un peu plus cher à l'unité, d'accord, mais on en consomme 2 fois moins. Donc, c'est possible, à condition qu'on arrive à investir. Et là, j'en viens à un point, on n'a pas vraiment parlé, au fond, de quelle régulation aurions-nous besoin? Quelles seraient les caractéristiques d'une bonne régulation? Je pense qu'une des caractéristiques d'une bonne régulation, c'est qu'elle est capable d'aller chercher l'argent là où il est. Je trouve qu'on pense trop argent public, alors que les marges de manœuvre sont faibles, on le sait tous, et qu'on n'a pas assez réfléchi aux moyens de développer à très grande échelle des systèmes qui permettent d'amener de l'argent privé dans des conditions de régulation qui doivent être vraiment profondément définies. Ça a été dit largement aussi tout à l'heure. Mais je pense qu'en faisant ça, il y a beaucoup d'argent disponible, privé, très peu cher en ce moment. On a effectivement les moyens de financer cette transition dans des conditions qui soient, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, une just transition, ou fair transition, c'est-à-dire diminution des factures, diminution du CO2, les deux en même temps, et d'une manière qui, du coup, effectivement, au fond, crée les conditions de sa propre accélération. Merci. Eh bien, je remercie les panélistes et vous remercier vous-même. Merci beaucoup.